Et on remonte le temps ce mercredi pour notre focus. Nous sommes au 19e siècle. La France, puissance coloniale, engage alors la conquête de l'Algérie. Les combats vont durer de longues années, car face à l'armée française, des résistants se lèvent. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés, décapités. Leurs crânes ont été rapatriés vers Paris. Ils font aujourd'hui partie des collections anthropologiques du Musée de l'Homme. Alger n'a jamais demandé leur retour au pays. Narimen Laoudi et Julien Sauvaget nous racontent leur histoire. Réserve du Musée de l'Homme à Paris, 18 000 crânes sont entreposés ici. Et ces crânes-là sont issus de diverses collectes, souvent issus de missions d'exploration qui avaient lieu au cours du 19e siècle. Sur ces milliers de crânes, seuls 500 sont identifiés. Parmi eux, 36 Algériens, dont des chefs rebelles tués puis décapités par le corps expéditionnaire français au milieu du 19e siècle. Conservés par des collectionneurs, ils ont ensuite été cédés au Musée de l'Homme en 1880. Ça reste des objets scientifiques. Alors, le fait que ce soit des restes identifiés, en fait, rajoute, je dirais, rajoute un élément, mais qui n'est pas un élément scientifique. C'est un élément, je dirais, moral, enfin, puisqu'il peut y avoir des descendants. Et donc, on est, je dirais, dans une autre... il y a un autre droit, en tout cas, il y a une autre logique qui s'applique, qui est la logique de la famille. Même s'ils sont considérés comme des objets scientifiques, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer les crânes des Algériens, et pour cause. Ils se trouvent dans une autre salle, dans une armoire métallique fermée. C'est ici qu'on a mis tous les crânes algériens, puisque, considérant que, étant donné l'enjeu et la polémique en cours, en fait, on les a retirés de la vision du public. Et ces crânes, les voici. Chérif Boubarla, crâne numéro 5940. Aïssa Al-Hammadi, tête momifiée numéro 5939. Cheikh Bouziane, crâne numéro 5941. Simous Al-Darqawi, crâne numéro 5942. Mokhtar Al-Titraoui, crâne numéro 5944. Nous avons obtenu ces photos grâce à ce chercheur algérien. C'est lui qui a découvert l'existence des crânes dans les réserves du Musée de l'Homme en mars 2011. Le crâne du chef rebelle Boubarla l'a particulièrement marqué. Boubarla, je l'ai reconnu aussitôt que j'ai vu le crâne parce qu'il manquait une dent. Et c'est vraiment la description. Ça, c'est la partie droite. Il a reçu un coup, Boubarla, il a enfoncé carrément. C'est pour cette raison qu'il a appelé le borgne. Ce qu'on ressent, c'est que ces gens-là ne devraient pas être là, c'est tout. C'est pas le lieu pour regarder des têtes. Surtout que ils ont lutté pour des raisons... pour libérer leur pays, c'est tout. C'est pas des voleurs, c'est pas des bandits. Loin d'être un illustre inconnu, Boubarla, chef d'une révolte en Kabylie, figure dans des livres d'histoire, mais aussi sur ce tableau, peint en 1866 par Félix Philippotto. Même le cinéma algérien lui rend hommage en 2014 dans ce film de Belkacem Hadjadj. Nous avons été attaqués par les Tolba Oudbouz, une bande d'insurgés dirigée par Boubarla. Préparez-vous à jeter vos forces dans la bataille et qu'on en finisse avec ce Boubarla. Le cheikh Bouziane n'est pas en reste. La révolte qu'il a menée en 1849 à Zaratcha est décrite dans l'ouvrage L'Armée d'Afrique de François Quesnoy. Sur cette gravure, on voit sa tête décapitée, ainsi que celle de son fils et de Simous Al-Darqawi, exposés tels des trophées de guerre. C'est peu connu, c'est sorti de nos esprits, mais c'était une violence incroyable au XIXe siècle, qui quelque part va d'ailleurs préparer les grandes guerres européennes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et les têtes de décapités, c'est aussi, je le dis bien, une double fonction. C'est ce que l'on montre là-bas aux populations civiles pour bien prouver que celui qui s'était révolté n'est plus, et en même temps c'est la preuve, quand on ramène en France, de la victoire qu'on a menée. Tels des trophées militaires, mais qui devenaient aussi indirectement des objets de science, puisqu'on ramenait des populations peu connues ou méconnues en France, qui pouvaient être étudiées à l'époque par des anthropologues, par des ethnologues. Donc ils rentraient dans les collections publiques à la fois comme des objets de science et comme des trophées militaires. Ce que nous disent ces crânes-là, c'est que le temps du silence, qui a à peu près duré 50 à 60 ans, n'est plus possible. Le silence a été rompu une première fois en 2011 à travers une pétition qui n'a eu que peu d'écho. En mai dernier, une nouvelle pétition lancée par 7 universitaires algériens recueille cette fois-ci près de 30 000 signatures. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit simplement de donner la vérité à l'histoire. Il faut que nos enfants et les enfants de France sachent très exactement ce qui s'est passé,
parce que c'est une bonne gouverne pour l'avenir. La pétition, c'est un moyen de pression pour exiger quelque chose. L'exigence porte sur la restitution, le rapatriement des crânes de ces résistants algériens en Algérie, afin qu'ils soient inhumés, qu'ils aient une sépulture digne en Algérie, sur la terre qu'ils ont défendue et pour laquelle ils sont morts. Bien inaliénable de l'État français, seule une loi ou un décret permettrait le déclassement de ces crânes. Pour cela, une demande officielle doit émaner soit des descendants directs, soit de l'État algérien. La voie des descendants semble compliquée, car comment les retrouver plus d'un siècle et demi après la mort de leurs ancêtres? La voie politique serait quant à elle plus rapide et efficace. Bien que nous ayons contacté les autorités algériennes pour connaître leur position, aucune suite n'a été donnée à notre requête. Voilà, on va en parler avec notre invité Gilles Manceron. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la colonisation, signataire aussi de cette pétition. D'abord, du contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi et comment la France a colonisé l'Algérie au XIXe siècle? La conquête d'Alger date de 1830 et elle a été poursuivie sous la monarchie de Juillet jusqu'en 1848 par des guerres pour soumettre le pays, avec des résistances qui se sont manifestées. Alors on connaît la résistance d'Abdelkader dans l'ouest algérien, mais on connaît moins ces résistances qui ont eu lieu en Kabylie. C'est le cas de Boubarla, qui est l'un des chefs résistants dont le crâne se trouve au musée de l'Homme. C'est le cas aussi de l'oasis de Zaatcha, près de Biskra. Il y a eu d'autres formes de résistance à une colonisation qui s'est progressivement étendue à l'ensemble du territoire. Donc il y a eu différents mouvements de résistance en Algérie à ce moment-là? Oui, il y a eu différents mouvements de résistance qui se sont opposés à la colonisation française, à l'emprise croissante donc de l'armée française, et qui témoignaient d'une volonté de refuser cette soumission. Et il y a eu de la résistance même après la fin officielle de la conquête algérienne de la France? Alors la fin officielle, c'est difficile de la dater. C'est en 1837 que la monarchie de Juillet décide la colonisation complète du territoire de l'Algérie, parce que pendant un certain temps, ils se sont demandé s'ils allaient seulement se limiter à des zones côtières, à des grandes villes. Oui, il y a eu plusieurs étapes dans la colonisation. Voilà, il y a plusieurs étapes. Donc, à partir de 1837, la décision est prise de coloniser toute l'Algérie. La guerre reprend ensuite avec Abdelkader à l'ouest, et d'autres mouvements se perpétuent, mais ils continueront, y compris sous la Seconde République et sous le Second Empire. Donc ça va durer de très longues années. Ça va durer de très longues années, et, oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont été fusillés, ces résistants, puis décapités? On parlait dans le reportage de trophées de guerre. Alors, il me semble que cela révèle, le traitement de ces chefs de révolte, révèle la manière dont cette guerre était conduite par les autorités françaises, militaires, politiques, et la différence qui a existé dans l'esprit des conquérants et des contemporains de l'époque entre les guerres européennes et les guerres coloniales, et cette guerre-là en particulier, si vous voulez, y compris dans l'ensemble de l'opinion publique. C'est-à-dire que le caractère de résistant, si je puis dire, de patriote, était nié par non seulement les conquérants, les chefs militaires, mais la grande majorité de l'opinion publique française. Je prendrais le cas de Lafayette, par exemple. Lafayette qui soutient les insurrections américaines d'Amérique avant la Révolution française. Et puis, en 1830, la Révolution de Juillet, il en est un des animateurs, si je puis dire. Il est favorable aux Polonais qui résistent par patriotisme, aux Belges qui proclament leur indépendance, aux Espagnols qui résistent même à une intervention française, aux Grecs aussi qui conquièrent leur indépendance contre les Turcs. Mais ils n'éprouvent absolument pas de solidarité ou d'empathie vis-à-vis de ce peuple algérien qui n'est même pas appelé comme ça d'ailleurs. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au contexte de l'époque? Je pense que le contexte de l'époque, avec le décollage économique et civilisationnel dans d'autres domaines de l'Europe au XIXe siècle, s'ancre petit à petit, y compris dans des milieux libéraux, c'est le cas de Lafayette,
les saint-simoniens, les socialistes, les premiers socialistes, s'ancre l'idée que ces peuples d'outre-mer n'ont pas les mêmes droits que les Européens. C'est donc peut-être pour ça que ces crânes se sont retrouvés à Paris, sans aucune résistance cette fois-ci. Un chercheur nous disait dans ce reportage, ces crânes ne devraient pas être là. Évidemment, vous êtes d'accord puisque vous avez signé la pétition ? Oui, ils ne devraient pas être là. Et le fait qu'ils soient là doit nous interroger, doit nous faire réfléchir sur la violence de cette guerre, sur le fait qu'elle était justement émaillée de faits comme ces décapitations qui étaient destinées à terroriser. C'était un acte de terrorisme, si je puis dire, vis-à-vis des populations locales, puisqu'elles étaient exhibées. Puis ensuite, elles ont été conservées par des collectionneurs, des médecins militaires, des officiers, puis ils se sont retrouvés dans ces musées. Et donc, ce fait doit nous interroger. Ça fait 150 ans et l'Algérie ne demande toujours pas le retour de ces crânes. Il y a une raison à cela ? Alors l'Algérie ne le demande pas. La France non plus. La France est embarrassée, oui, y compris les responsables des musées où ces restes se trouvent, qui sont très embarrassés. Il me semble... Embarrassé par quoi ? Excusez-moi, mais ça fait l'histoire est soldée, ça fait 150 ans. Oui, mais c'est un fait qui est quand même très troublant, parce que d'habitude, on a un certain nombre d'égards vis-à-vis des morts. Vis-à-vis y compris des morts dans un conflit. Et ceux-là n'ont pas été traités de la même façon. Il y a une gêne, me semble-t-il. Cela révèle, côté français en tout cas, une gêne. Et côté algérien ? Et côté algérien, eh bien, je pense qu'il y a une manière de s'être polarisé sur la guerre d'indépendance, 1954-62, de moins vouloir reconnaître les résistances antérieures, qui étaient d'ailleurs liées à des confréries religieuses, souvent, qui font partie de l'histoire néanmoins, et puis une gêne par rapport peut-être à la démarche de vérité qui est conduite, y compris sur la guerre d'indépendance, à découvrir des faits qui sont attentatoires aux droits de l'homme. Voilà, une page sombre de l'histoire. Merci beaucoup Gilles Monceron d'avoir été notre invité, historien de la colonisation. On se retrouve sur France 24 dans moins de 3 minutes pour le journal. Reste avec nous.